Notre invité Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines. Oui. Vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous avez la chance d'ailleurs de vivre à l'Assemblée nationale la plupart du temps, donc de pouvoir vous déplacer parce que vous avez vu 600, combien? Plus de 600 km de bouchons. Ouais, en Ile-de-France. Et je pense à toutes celles et ceux qui sont dans les bouchons. Ah bah moi aussi, vous savez, j'en connais beaucoup et je sais Oui. que si j'avais pas la possibilité de dormir sur mon lieu de travail, Ouais. j'aurais dû partir à 6h du matin, probablement avec ma voiture ce matin. Bon, Aurore Berger, et je pense à la province qui, elle, est beaucoup moins concernée par ce qui se passe. Mais la province qui est aussi concernée par la réforme des retraites. Mais franchement, Aurore Berger, n'aurait-on pas pu se passer De la grève ? Non, pas de la grève, mais de ces bouchons, de ces embouteillages dus à la grève. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu, je ne sais pas moi, intensifier le dialogue et non pas attendre que le gouvernement nous présente cette réforme des retraites? Intensifier le dialogue, ça fait plus d'1 an que ce dialogue existe. Mais justement, il a été extrêmement intense. Après, c'est pas le gouvernement ou la majorité qui a décidé qu'il y avait une grève à partir du 5 décembre. Il y a une date qui a été choisie par les syndicats le 5 décembre, en commémoration aussi de ce qui s'était passé. On aurait pu peut-être 95. présenter la réforme avant le 5 décembre. Oui, et on nous aurait dit, vous m'auriez invité, vous m'auriez dit, vous avez donc anticipé les annonces, donc vous n'avez pas écouté les syndicats. Donc si vous voulez, à un moment, il y a toujours une bonne raison de ne pas se satisfaire d'un calendrier. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ne peuvent pas s'en satisfaire, ce sont les Français qui, eux, sont empêchés d'aller travailler. Et c'est ça qui est le plus embêtant dans cette journée. Je ne sais pas qui ou qui n'écoute pas qui, mais Aurore Berger, effectivement, il y a des grèves, il y a des embouteillages. Pour beaucoup, c'est absolument insupportable. Oui. Tout le monde attend maintenant les déclarations du Premier ministre. Mercredi. Est-ce que mercredi à midi, nous saurons tout de la réforme des retraites? Vous saurez, en effet, quel est le cadrage précis de cette réforme. Le cadrage, ça veut dire quoi? Parce que moi, je ne comprends pas très bien. Le cadrage, c'est quoi? C'est notamment ce qui reste à définir, c'est-à-dire l'année qui va être l'année de bascule, l'année à partir de laquelle les Français vont entrer dans la réforme, vont tous entrer dans la réforme. Dans le système universel. Exactement. Mais après, les principes sont les mêmes. Mais quelle année? Ce sera annoncé mercredi par le Premier ministre. Bon. Donc ça, c'est pas à moi de faire l'annonce, c'est le Premier ministre qui le fera, en lien, encore une fois, dans un dialogue avec les partenaires sociaux. Il y a des syndicats avec lesquels... cette année, ça y est? Il y a des syndicats avec lesquels il a été possible de dialoguer, même si on n'est pas d'accord sur tout. C'est l'UNSA, c'est la CFDT, et puis il y a des syndicats qui, de toute façon, quelle que soit la réforme... Qui est en grève à la RATP et à la SNCF. La Confédération UNSA a été dans le dialogue. Après, il y a des syndicats avec lesquels c'est pas possible de négocier. Quand M. Martinez de la CGT fait une grande interview et dit que nous avons actuellement le meilleur système au monde, moi je suis pas d'accord avec lui. Le meilleur système au monde pour qui? Pour les femmes qui touchent 42% de moins que les hommes à la retraite et qui en général, pour beaucoup d'entre elles, doivent attendre 67 ans pour partir à taux plein. C'est 80 000 femmes par an qui doivent attendre leurs 67 ans pour prendre leur retraite à taux plein dans notre pays. Pour les agriculteurs, vous en parlez régulièrement ici, des agriculteurs qui touchent parfois, pour certains d'entre eux, pour trop d'entre eux, 400 ou 500 euros de retraite par mois. Pour ceux qui ont eu des coups durs dans la vie, qui parfois, par exemple, ont été en situation d'invalidité et du coup, qui n'ont pas été compensés de ça. Donc moi, je vois pas le meilleur système au monde. Je vois un système qui est très inégalitaire aujourd'hui, qui est très injuste aujourd'hui, et c'est ça qu'on doit absolument changer. Alors, quelle génération, on le saura mercrredi, sera concernée par la réforme? Oui. 1973? On saura mercredi. Oui, mais vous connaissez, la date est choisie, ça y est. Et vous m'invitez lundi. Non, donc ça, moi je fais pas de pré-annonce. Non, mais la date est choisie, là, ça y est. Ce sera annoncé mercredi par le Premier ministre. Donc ce ne sera pas annoncé aujourd'hui aux partenaires sociaux? Ce sera annoncé aux Français mercredi par le Premier ministre. Et aux partenaires sociaux aujourd'hui? Moi, écoutez, ce que je sais, c'est que c'est annoncé mercredi, donc je vais pas... Bon, d'accord. Vous dire autre chose. Négociation branche par branche ensuite? Mais c'est ça profession par profession. Mais l'idée, c'est quand même que ce soit un système universel. C'est-à-dire qu'à un moment, ce soit le même principe pour tout le monde. L'idée de cette réforme, c'est pas de dire on avait 42 régimes aujourd'hui, puis on va en garder 38 demain. Il faut que ça puisse être un système universel. Parce que, de toute façon, les Français n'y croient pas aujourd'hui. Ils ne croient pas au système tel qu'il existe. Il y aura quand même des négociations branche par branche. Et après, il y aura des négociations pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes métiers, on n'a pas tous la même pénibilité au travail. Et donc, c'est normal que cette pénibilité soit prise en compte, et certainement d'ailleurs mieux prise en compte demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y aura un âge pivot de départ? Probablement, oui.
64 ans. Probablement. Mais pourquoi il y aurait un âge pivot? La question, c'est ça. C'est parce Probablement, c'est non, oui, on le sait. Il y aura un âge pivot de 64 ans. Pourquoi on ferait un âge pivot? C'est ça la seule question. Pourquoi est-ce que vous voulez un âge pivot? Parce qu'on a besoin d'avoir un équilibre. On a besoin de financer notre régime de retraite. C'est ça le sujet. Moi, je veux bien que certains nous disent, comme Marine Le Pen, après tout, on revient à la retraite à 60 ans et puis on rase gratis. Comment elle le finance? Elle dit par le plein emploi. Comment? On ne sait pas. Elle ne sait pas l'expliquer, évidemment. Donc ça, c'est des gens qui, clairement, sont en soutien aujourd'hui de la grève parce qu'ils essayent de courir après un mouvement social, comme elle a couru après les Gilets jaunes, mais qui ne sont pas en capacité de vous dire comment on financera les retraites demain. Sauf qu'à partir de 2025, donc c'est quand même assez rapidement, c'est 10 milliards d'euros de déficit par an, le régime. Donc comment on finance? Comment on paye les retraites de ceux qui sont déjà à la retraite à partir de 2025? Donc, âge pivot 64 ans, ça veut dire qu'on va travailler plus. Et vous savez, les Français, déjà, ils travaillent déjà au-delà de 62 ans. Expliquez aux téléspectateurs, aux auditeurs, ce que veut dire un âge pivot à 64 ans. Ça veut dire que tous les Français, s'ils le souhaitent, pourront continuer à partir à l'âge légal, qui sera de 62 ans. Qui sera gardé, conservé. Que nous avons pris pendant la campagne et ce sera maintenu, c'est 62 ans. Et qu'après, pour avoir une retraite à taux plein, il faudra en effet pouvoir travailler un peu plus. Jusqu'à 64 ans. Voilà, c'est très clair. C'est ça l'enjeu. Et encore une fois, toucher une retraite à taux plein, il faudra travailler jusqu'à l'âge de 64 ans. Je ne dis pas l'âge qui sera décidé, c'est le Premier ministre qui l'annoncera. Je dis juste qu'il y a un âge pivot. Et je dis juste qu'aujourd'hui, un secret de polichinelle. Aujourd'hui, les Français déjà, ils partent plus tard que 62 ans. Ils partent à un peu plus de 63 ans. Donc les Français sont déjà prêts à travailler plus. Ma pension, j'ai une décote. Et si je pars au-dessus, si je continue à travailler après 64 ans, j'aurai une surcote. Il y aura une décote, en effet, si vous partez un peu plus tôt. Une surcote. Exactement. Et de la même manière que d'ailleurs, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui cumulent entre le fait d'avoir déjà leur pension de retraite et de continuer à travailler bien au-delà parfois de 64 ans. Pour ceux qui bénéficient de régimes spéciaux ou particuliers, on choisira. Que va-t-il se passer? Ça ne va pas être appliqué strictement. Il va y avoir des aménagements, j'imagine. Qu'est-ce que vous entendez par strictement? Je ne sais pas, moi. Moi, je ne sais pas. À un moment, il faut être très clair. Il y aura des aménagements, non? Mais il faut être clair. Si on dit qu'on supprime les régimes spéciaux, on les supprime les régimes spéciaux. Pour tout le monde. Mais on ne peut pas continuer à avoir un régime spécial, notamment à la SNCF. Pour tout le monde. Mais c'est ça l'enjeu, évidemment. Même pour les policiers. Non, mais après, je vous ai dit tout de suite qu'évidemment, en fonction des métiers, on n'était pas les mêmes. Moi, j'ai pas la même pénibilité que quelqu'un qui travaille dans les forces de l'ordre. Donc moi, c'est normal qu'on me demande plus que ce qu'on demandera à un policier qui aura assuré notre protection, surtout en plus en ce moment avec ce qu'ils subissent. Donc c'est une évidence qu'à un moment, on doit prendre en compte ce que sont les métiers, ce qu'est la pénibilité de ces métiers. Par contre, on sera tous dans le même système, dans le même modèle. On gardera un système par répartition, c'est-à-dire qu'on maintient un régime de solidarité entre les générations, ce qui n'a rien d'évident ou d'acquis. Aujourd'hui, d'ailleurs, les jeunes générations vous disent j'ai plutôt intérêt à mettre de l'argent de côté parce que je ne sais pas à quelle sauce je serai mangé. Donc c'est pour les jeunes générations qu'on doit absolument faire cette réforme. Et on dit on fera un système par points. Et ça, ce sera pour tout le monde la même chose. Pour les régimes spéciaux et particuliers, si j'ai bien compris, la fameuse clause du grand-père est abandonnée. Clause du grand-père. En effet, c'est pas l'option qu'on choisit parce que sinon ça voudrait dire que finalement on n'assume pas d'aller au bout de cette réforme. Par contre, avoir une négociation comme on est en train de l'avoir sur la date d'entrée dans la réforme, la date à partir de laquelle on bascule dans le système et avoir des négociations sur ce qu'est la pénibilité au travail, évidemment, ça, oui. Pénibilité qui sera la même privée-publique. Même pour tous. Oui. Bien. Parce que quand vous exercez le même métier, que vous soyez dans le public ou dans le privé, vous exercez le même métier. Est-ce que vous allez rétablir l'intégralité du compte pénibilité? Ça, c'est des négociations qui doivent exister avec les partenaires sociaux. Le veut. Mais je comprends qu'elle le veuille. Je comprends qu'elle le veuille et je comprends pourquoi elle le demande. Et c'est ce qui fait l'objet de négociations. Encore une fois, Jacques Bourdin, on ne peut pas à la fois nous dire vous avez, au début du quinquennat, pas suffisamment négocié avec les partenaires sociaux. Et peut-être que ça a été vrai. Et en même temps, nous reprocher d'essayer de le faire. Alors oui, ça provoque du frottement. Et ça provoque notamment du frottement avec ceux qui n'ont pas envie de réforme. Mais encore une fois, que la CGT me dise comment ils veulent financer notre régime de retraite. Ils ne savent pas le financer à partir de 2025. Donc soit M. Martinez se dit, c'est pas grave, en 2025, je serai plus là. Ce sera plus moi le patron de la CGT, donc je ne serai pas redevable de tout ça. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un agent de la RATP qui a signé un contrat lorsqu'il est entré à la RATP, on lui a dit
Tu entres à la RATP ou vous Dans entrez à certaines la RATP, conditions. C'est pas une condition d'accord. Mais enfin, on lui a dit, vous entrez à la RATP, vous aurez la chance de pouvoir partir à la retraite un peu plus tôt. Vous aurez peut-être un salaire moins élevé, mais vous pourrez partir à la retraite un peu plus tôt. Vous aurez est-ce que vous une pouvez... forme de garantie de l'emploi. Est-ce que vous pouvez comprendre aussi le Si français... on remettait en cause cet acquis, si vous aviez cet acquis, si on le remettait en cause... Mais Jean-Jacques Bourdin, est-ce qu'on peut aussi comprendre le salarié du privé qui gagne le SMIC et qui se dit, moi, je contribue à financer un régime spécial pour l'agent de la RATP, pour l'agent de la SNCF. Ce système, il n'est pas bon. Pourquoi ? Il n'est pas bon parce qu'il crée aussi de la tension entre les Français, entre ceux qui sont dans le public et ceux qui sont dans le privé, entre ceux qui sont aussi dans le public parce qu'on n'est pas les mêmes en fonction des métiers qu'on occupe. Donc c'est pas sain parce que ça crée de l'antagonisme, ce système, et en plus, ça coûte trop cher aux Français. On ne peut pas continuer à avoir 6 milliards d'euros de régimes spéciaux qui sont financés. Et pourquoi ? Par exemple, parce qu'à la SNCF, on a beaucoup plus de personnes à la retraite, de personnes qui cotisent. C'est aussi simple que ça en termes d'arithmétique. Et ça, les Français le comprennent. Et ils ne peuvent pas continuer à accepter de payer pour des régimes qui sont beaucoup plus favorables que les leurs. Donc encore une fois, ce que je dis, notamment aux agents de la SNCF et de la RATP, c'est que tous les droits qu'ils auront acquis avant 2025, tous ces droits-là sont garantis. Ils ne perdront rien. Ce que je dis aux retraités aujourd'hui, c'est que rien ne changera pour ceux qui sont déjà à la retraite et rien ne changera pour ceux qui sont à moins de 5 ans de la retraite. Parce que là, ce serait profondément injuste qu'on vienne dire à un agent de la SNCF, vous deviez partir dans un an dans certaines conditions. En final, on va tout changer. Donc ça, on l'a bien pris en compte. Par contre, on doit entendre à un moment que ce régime doit continuer à être financé. Sinon, à un moment, on va trop tirer sur la corde et les Français nous diront stop, on ne veut plus financer un régime de solidarité. Dites-moi, les députés passeront aussi au régime par points, comme les fonctionnaires. Évidemment. Vous êtes comme les fonctionnaires, de la même manière. Mais comme tous les Français, on passera au régime par points. Enfin, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, quand on est arrivé, on a supprimé ce qui était un régime spécial à l'Assemblée nationale. J'espère que le Sénat va évidemment également le faire. Mais nous, à l'Assemblée, on l'a fait dès qu'on est arrivé. Projet de loi avant l'été prochain ? C'est l'objectif, oui. Il faut le tenir. C'est l'objectif il faut le tenir. Il faut le tenir et c'est pour ça que le Premier ministre, d'ailleurs, n'a pas varié en termes de calendrier. Il a toujours dit qu'il s'exprimerait à la mi-décembre et il s'exprime cette semaine. Pourquoi, selon vous, cette intransigeance de certains syndicats ? Écoutez, peut-être qu'il y a des élections syndicales, peut-être qu'il y a d'autres intentions, mais je pense que le problème, c'est que vous voyez avec la CGT, c'est que quelle qu'aurait été la réforme, de toute façon, elle aurait été refusée. Donc ils sont main dans la main entre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, la CGT. Bon, c'est un choix. Vous mettez un choix politique. CGT, Marine Le Pen dans le... Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen a apporté en tout cas son soutien clair à la grève et à l'appel à la mobilisation. Elle a donné un brevet d'humanisme à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a donné un brevet d'humanisme à Marine Le Pen en disant qu'il se satisfaisait qu'elle les rejoigne dans le combat. Donc moi j'ai toujours pensé que l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignaient toujours. Et la preuve en est apportée aujourd'hui. Emmanuel Macron tiendra bon sur cette réforme. Pourquoi il ne tiendrait pas bon sur une réforme qu'il a présentée aux Français ? Mais bien sûr que non. Mais je vous dis ça parce qu'il y a eu des précédents. J'ai entendu déjà des responsables politiques nous dire nous ne retirerons pas cette retraite ou cette mesure. Et puis, quelques semaines plus tard, changement. Là, non. Mais non, mais parce que moi j'ai été élue en juin 2017 sur un engagement que j'ai pris moi aussi auprès des électeurs en disant jamais il la retirait, d'ailleurs, il ne pourrait pas s'en remettre. Ça, j'en sais rien, vous savez, c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. Parce que vous savez, le gain politique à faire cette réforme, je sais pas s'il est grand. Je sais par contre que c'est nécessaire et que c'est juste de le faire. C'est juste parce que cette réforme, elle prend en compte ceux qui sont les plus fragiles. Elle prend en compte ceux qui perdent le plus aujourd'hui dans le système. Les agriculteurs, les femmes, les indépendants, les plus précaires. C'est eux qui vont le plus gagner et c'est normal quand on fait une réforme de penser d'abord à ceux qui sont les plus fragiles dans le système actuel quand on veut le transformer. Donc je ne sais pas si on a un intérêt politique à faire cette réforme. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont renoncé à faire ce niveau de réforme-là en se disant finalement on va plutôt se prendre les pieds dans le tapis et on préfère repasser la patate chaude au suivant. Nous, c'est pas ce qu'on dit. Parce que le président de la République pourrait très bien se le dire. Le déficit, c'est à partir de 2025. Quelque part, ça ne concerne pas. Les amateurs, disent les Républicains. Ce gouvernement, ce sont des amateurs. Mais ils proposent quoi, les Républicains? Ils proposent l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Moi, j'ai été dans cette famille politique pendant de nombreuses années. Et je sais pourquoi j'en suis partie. Et je sais que je les vois à l'Assemblée nationale défendre l'inverse de ce qu'ils défendaient pendant la campagne de François Fillon. Donc, à un moment, moi, je ne sais pas vraiment où ils habitent. Je ne sais pas quelles sont leurs intentions claires sur ce projet. J'aurais aimé
j'aurais aimé que l'ancienne famille politique à laquelle j'ai appartenu ait le même niveau de courage que celui que nous avons aujourd'hui en faisant la réforme. Bien. Et encore une fois, on aurait pu s'en passer, on aurait pu dire c'est pas grave, ce seront les suivants qui le feront. Et on le fait parce qu'on estime qu'on n'a pas d'autre choix et que c'est aussi ça la politique, c'est un moment de prendre ses responsabilités. Aurore Berger, en pleine réforme des retraites, oublie de Jean-Paul Delevoye, qui est quand même le haut commissaire aux retraites. Et dans sa déclaration d'intérêt, il n'a pas précisé qu'il était administrateur du principal institut de formation des assureurs, assureurs à qui la réforme des retraites ne déplaît pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Franchement. Alors, franchement, deux choses. Est-ce maladroit? Franchement, je vous pose la question. Oui. C'est maladroit. Je ne peux pas vous dire autre chose qu'on fait que c'est maladroit. C'est plus que maladroit même. On peut avoir quelques doutes. Et Jean-Paul Delevoye. Moi, non, attendez. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Mais moi non plus. Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut avoir quelques doutes? Dire j'ai quelques doutes, ça veut dire on fait un procès d'intention. J'ai quelques doutes. Moi, je vous dis pas ça. Je vous dis, est-ce qu'on peut avoir quelques doutes? Ce qui est pas pareil. Je dis deux choses. La confiance nécessite énormément de transparence sur la manière avec laquelle on peut gagner nos vies, etc. Donc, il est évidemment nécessaire que la haute autorité a eu raison de faire son travail et de dire qu'il y avait un oubli. Cet oubli va être corrigé. Jean-Paul Delevoye va démissionner des fonctions qu'il a dans le cadre de ce mandat-là. Et je pense que c'est important parce que ça clarifierait les choses. Après, dire que les assureurs sont tout à fait satisfaits de la réforme, je pense que les assureurs auraient surtout vraiment préféré qu'on passe à un régime par capitalisation qui aurait été là beaucoup plus favorable aux assureurs et aux fonds de pension. J'ai pas vraiment l'impression qu'on les ait favorisés dans cette réforme puisque justement on fait le choix de garder un système qui est un système solidaire et par répartition et qu'on veut justement sauver ce régime par répartition. Donc vous voyez, il a clairement pas fait profiter qui que ce soit du sujet. Il a au contraire dit, nous, on va assumer de sauver notre régime par répartition et il démissionne de ce mandat-là pour tout à fait clarifier les choses dès ce matin. Le bien-être animal. Oui. Didier Guillaume, Elisabeth Borne s'apprête à annoncer des mesures. Quand? Écoutez, on les attend. Oui. On les attend avec impatience, nous, à l'Assemblée nationale. C'est très clair. Nous, on a Vous avez des informations, ce serait quand? Alors, normalement, c'est au plus tard, avant la fin de l'année. Avant le 31 décembre. Avant la fin de l'année, il y a l'engagement clair qui a été pris du gouvernement d'avoir des propositions. Et on va voir. Nous, au sein de La République En Marche, pour les municipales, on prend des engagements sur ce sujet. On demande notamment à nos candidats, par exemple, parce qu'ils ont un pouvoir fort, les maires demain, sur la restauration collective, par exemple, eh bien que dans le cahier des charges pour la restauration collective, on mette le sujet du bien-être animal sur la table. C'est-à-dire souvent, on dit on va favoriser ce qui est produit localement, on va favoriser l'introduction du bio. Eh bien, on doit favoriser aussi ceux qui sont plus vertueux en termes de respect du bien-être animal. Favoriser aussi de continuer ce qu'on a fait dans la loi, à avoir plus de repas végétariens qui soient proposés pour aussi moins consommer de viande. Il y avait une option végétarienne quotidienne dans les cantines, ça a été rejeté à l'Assemblée nationale. Alors nous, on a fait adopter le fait qu'il y ait au moins un repas par semaine. C'était un amendement d'une de mes collègues que j'avais co-signé. Donc ça, on l'a fait adopter. Et nous, on demande demain à nos maires d'aller plus loin, de la même manière qu'on leur demande aussi de prendre des arrêtés municipaux pour interdire les animaux sauvages qui seraient utilisés ici, les montreurs d'ours, les montreurs de loups. On a vu le drame qui s'est passé avec les ours, malheureusement, il y a peu de temps, ou évidemment les animaux sauvages qui sont utilisés dans les cirques. Alors, justement, est-ce que dans ce texte gouvernemental, les animaux sauvages seront interdits dans les cirques et dans les Marineland? Mais c'est une nécessité. Vous savez, si jamais ça n'était pas introduit par le gouvernement, ce serait introduit par le Parlement, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des animaux qui sont traités comme des bêtes de foire. Interdiction de l'élevage des animaux à fourrure, là encore? Oui. Aussi? Oui. Et d'ailleurs, vous voyez, un certain nombre de très grandes marques de luxe françaises se sont déjà engagées dans cette voie. Donc finalement, souvent les consommateurs et les citoyens vont plus vite que le politique sur ce sujet-là. Pendant longtemps, quand on parlait de bien-être animal, on était un peu considérés comme des gentils, bobos, etc. Non, en fait, c'est pas ce sujet-là. C'est la manière avec laquelle on considère aussi ceux qui sont les plus vulnérables. Interdire la vente d'animaux d'élevage en animalerie? Oui, bien sûr. Là aussi? Mais bien comme sûr. En Californie? Mais comme ça a été fait aussi en Grande-Bretagne, donc des pays voisins ont su le faire. Et ce sera dans le texte. Mais encore une fois, moi je vous le dis très clairement, le gouvernement doit nous présenter ses engagements avant la fin de l'année. Oui. Et encore une fois, après, il y aura un débat au Parlement. Et je peux vous dire que les parlementaires, notamment de la majorité, sont plus que vigilants sur ce sujet. Et on veut aller loin sur l'interdiction de la vente en animalerie, sur un permis de détention des animaux pour éviter qu'il y ait des actes de cruauté envers les animaux, sur l'interdiction des marines. Permis de détention. Oui, il y aura un ça a été fait en Belgique, par exemple. Ça a été fait en Belgique. C'est-à-dire que on présume du fait que vous pouvez, pour élever un animal, pour acquérir un animal, il faudra un permis.
On présume que vous pouvez normalement Oui. détenir un animal. Mais la difficulté qu'on a, notamment, c'est sur du croisement de fichiers. Par exemple, si vous avez déjà commis un acte de cruauté envers un animal, vous ne pouvez, vous ne devez en aucun cas pouvoir à nouveau avoir un animal. Et le fait aussi d'interdire Donc, la il vente en faudra un animal. permis. Exactement. Mais comme ça existe en Un Belgique, permis, donc oui. nos voisins ont Non, non, réussi mais à le faire. Et ça permet d'éviter un certain nombre de drames. La corrida interdite. Vous connaissez ma position. Mais je sais Donc votre moi, position, mais est-ce que ce sera dans le texte? Ça, je ne sais pas, pour être très honnête, si ce sera dans le texte. Corrida interdite au moins de 16 ans. Je souhaite qu'il faut aux mineurs. l'interdire aux mineurs. Est-ce que c'est 16 ans, 18 ans? Mais encore une fois, moi, je prends l'exemple à chaque fois des films de cinéma. On a des films qui sont interdits ici au moins de 12 ans, moins de 16 ans, mais ça reste de la fiction. Là, c'est pas de la fiction, Mais la vous tauromachie. introduirez, si ce n'est pas dans le texte gouvernemental, sur la corrida, une proposition de loi, un amendement. Oui, ma collègue Samantha Casbonne le travaille notamment, Laetitia Romero-Diaz. On est un certain nombre très mobilisés. Il y Je peux aura vous un dire amendement que sur ce interdisant la sujet-là, corrida au moins de que sur 16 ce ans aux sujet-là, mineurs. notamment, on ne lâchera pas. Au moins de 16 ans? Oui. Au moins de 16 ans. Au moins de 16 ans, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Et je pense que c'est une demande aussi qui est forte des Français. Merci Aurore Merci à Berger vous. d'être venu nous voir. Il est 8h54 RMC et BFM TV.